Salut! Dans cette vidéo, nous allons aborder les opérations élémentaires sur les nombres complexes, à savoir addition, multiplication, division. Et on va voir comment sortir module et argument dans ces cas-là. C'est très facile, on va se rendre compte que la forme algébrique ne pose aucune difficulté, ça se manipule comme n'importe quel nombre. On est parti! Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des opérations sur les nombres complexes et on va voir que ces opérations sont élémentaires, à savoir l'addition, la multiplication et la division, et que ces nombres se manipulent très exactement pareil que n'importe quel nombre. On aborde deux choses. Je suis à peu près arrivé à reconstituer un setup qui n'est pas idéal, donc j'aurai peut-être des difficultés avec le son, je ne sais pas. Ici. Et deuxième remarque, mais qui n'a rien à voir, ça fait quand même du bien de travailler à la clim. Alors, on va tout de suite attaquer dans le dur. Alors, les nombres complexes peuvent prendre trois formes. Une forme dite algébrique, et c'est exclusivement cette forme-là que l'on va étudier sur ce canal. La deuxième est une forme trigonométrique, et enfin une forme dite exponentielle. Je ne vais traiter ici, sur ce canal, que de la forme algébrique. Concernant les maths, je ne saurais que vous renvoyer une fois encore vers la chaîne de Mathessa, qui a un programme extrêmement bien fait, avec des exercices, avec un renvoi vers un site web. Je n'ai pas vocation à transformer ce canal en une chaîne de mathématiques. Pour autant, on va quand même aller s'intéresser aux nombres complexes dans le strict cadre de la résolution des filtres et des fonctions de transfert associées. Alors il faut savoir qu'il va falloir comprendre deux choses essentielles dans un nombre complexe, qui se définit par deux éléments, on va dire, que sont le module et l'argument. Alors les formes trigonométriques et les formes exponentielles ont des avantages, par exemple si vous voulez faire des racines énièmes, si vous voulez faire des puissances, c'est plus facile de manipuler quand on est évidemment avec des exponentielles. Mais on sera normalement jamais confronté à ce problème-là, à tout le moins au niveau où on va travailler sur ce canal. Alors on va revenir rapidement sur le fil du premier ordre, qui est exactement le cas d'application qu'on va étudier pour après aller vers la correction de tonalité, le sujet des amplis, les réponses, etc. Alors ce que vous voyez se dessiner ici, ça n'est ni plus ni moins que le filtre passe-bas que l'on a, on va dire, observé et étudié depuis un certain nombre de vidéos, et dans lequel on a fait rentrer une tension d'entrée à 1 volt RMS à 1600 Hz avec des valeurs respectivement, si mes souvenirs sont bons, de 10 kg et de 10 nanofarad. Et il s'avère que quand on vient faire donc des mesures, d'abord il va s'établir, comme vous voyez ici, un courant à l'intérieur. Ce courant va faire naître deux tensions aux bornes, respectivement de la résistance ici et du condensateur. Et ces deux tensions, quand on va les additionner algébriquement, on va obtenir 1,44 volts, ce qui viole la loi de conservation de l'énergie. Ça, c'est pas la peine, vous n'avez aucun moyen en physique de contourner ça, y compris en électronique. Et en conséquence de quoi, eh bien évidemment, ça c'est faux, puisque on a une tension, quand on additionne ces deux valeurs, qui est supérieure à la tension d'alimentation. On va le tracer sous la forme d'un diagramme de Fresnel. Alors il y a quelques trucs auxquels il faut faire attention sur un diagramme de Fresnel. Quand vous représentez un diagramme de Fresnel, vous arrêtez en fait l'étude de votre filtre à une fréquence particulière sur laquelle vous avez des tensions. Vous ne pouvez pas, avec un diagramme de Fresnel, tracer la réponse en fréquence ou la réponse en phase, sauf à faire, on va dire, différents diagrammes de Fresnel, relever les valeurs, enfin c'est un boulot de titan. Donc ce que l'on va représenter ici, ce qui va servir de référence, c'est le courant. Le oméga que vous voyez ici représente la pulsation de la fréquence, qui est effectivement, dans ce cas-là, arrêtée à 1600 Hz environ, dans une résistance. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un élément réel. La tension et le courant sont en phase, ce qui permet de représenter la tension aux bornes de la résistance sous la forme d'une tension qui est superposée, comme vous le voyez ici, là, sur l'axe du courant, puisque dans la résistance, courant et tension sont en phase. Alors maintenant, je vais représenter la tension du condensateur. Alors attention, il ne faut pas oublier que ça tourne dans ce sens-là. Alors qu'est-ce qu'on sait sur un condensateur? On sait que là, le courant arrive en avance sur la tension, ou d'autre part, on pourrait présenter ça comme étant que la tension arrive en retard sur le courant. Or, ici, si vous regardez comme je représente la tension aux bornes du condensateur, bien tout simplement, c'est parce que le courant n'est pas encore arrivé et que la tension va arriver quand le vecteur va tourner. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici, vous arrêtez de manière, on va dire, graphique, votre représentation dans le temps. On peut calculer
automatiquement, bien sûr, maintenant, la tension, la somme de la tension sur la résistance et sur le condensateur. Et dans ces cas-là, au terme de ce que vous voyez ici, je viens de faire une addition en quadrature, ce qu'on appelle une addition en quadrature, tout simplement parce que j'ai additionné le carré des deux tensions et j'en ai fait la racine carrée. Ça, c'est la rigoureuse application du théorème de Pythagore. Et là, on voit bien qu'on retombe sur un Voltaire MS, donc tout va bien. Alors, il y a deux choses à voir maintenant. Il y a l'angle, c'est-à-dire la phase, et là, il y a une subtilité. Il faut faire un peu gaffe. C'est que si vous prenez un oscilloscope et que vous mesurez la tension aux bornes de l'entrée et aux bornes du condensateur, eh bien, en réalité, qu'est-ce qui va vous servir de référence dans votre mesuroscope? C'est la tension d'entrée. Donc, il faut prendre la tension d'entrée comme la référence. Et dans ces cas-là, l'angle est de moins 45 degrés. Ou de moins pi sur 4 si vous travaillez en radian. Et c'est ce que va vous donner un oscilloscope, il va vous donner moins 45 degrés. Ça, c'est tout simplement parce que vous prenez la référence à partir de l'entrée. Alors si maintenant on essaye de formaliser ça de manière plus générale, c'est-à-dire abstraire cette représentation graphique par des nombres complexes, la fonction de transfert, la voilà. On ne va pas la résoudre dans cet épisode. Et on voit bien que ce nombre complexe, il a une partie réelle qui est 1, et une partie imaginaire qui est JRC oméga, et que cette partie imaginaire varie en fonction de la fréquence. Alors ça revient à tout ce qu'on vient de faire là, ça revient à faire quoi? Ça revient à extraire dans un nombre complexe que l'on appelle le module, et qui au cas particulier qui nous occupe s'appelle l'amplitude, et l'argument, ce que vous voyez apparaître ici, qui n'est ni plus ni moins en réalité que l'angle que fait le nombre complexe avec l'axe des abscisses. Alors sur un diagramme de Fresnel, évidemment, c'est ambigu parce que là, on est obligé de tenir compte en réalité des endroits sur lesquels on prend nos références de mesure. Alors je vais vous donner un autre exemple qui est un exemple d'amplificateur à cathode commune avec résistance découplée. C'est un sujet que j'avais traité sur ce canal au début de la chaîne. Et j'ai sorti la fonction de transfert que voilà, la variation du gain en fonction de la fréquence, comme vous voyez ici, et c'est quand même assez copieux. Alors ça, il faut savoir que cette formule, vous pouvez la retrouver dans le bouquin de Morgan Jones, si mes souvenirs sont bons, vous la trouvez dans le RDH, sans pour autant qu'il vous donne en même temps les calculs intermédiaires, ce qui veut dire qu'en général, tac, vous avez une formule qui tombe du ciel, vous ne comprenez pas comment on arrive à ce résultat-là. Je l'ai développé sur mon site web, je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Et je vous renverrai sur les calculs intermédiaires si ça vous intéresse, mais l'objet n'est pas pour l'instant d'étudier cette fonction de transfert. Quoi qu'il en soit, ce que vous voyez ici, ça paraît évidemment un truc un peu un Kouglof absolument incompréhensible. En réalité, ce que vous avez ici, c'est que vous avez deux nombres complexes, un au numérateur et un autre au dénominateur. Alors ces nombres complexes, ils ont une partie réelle, en l'occurrence qui est 1 plus JRC oméga. JRC oméga, d'accord. Et puis après tout ce truc-là, juste JRC oméga au dénominateur. On va devoir faire une division de ce nombre-là pour en tracer. Quand on travaillera sur les correcteurs de tonalité, on sera souvent confronté avec des nombres complexes au numérateur et au dénominateur, y compris d'ailleurs dans un filtre du premier ordre, même si ça ne se voit pas comme ça. Alors à partir de là, évidemment, ça paraît strictement incompréhensible. En réalité, c'est quelque chose d'assez simple et je vais vous le présenter comme ça. Le nombre au-dessus, ça n'est jamais qu'un nombre de la forme A plus JB. Et au dénominateur, c'est également un nombre A plus JB avec une partie réelle dans laquelle on voit qu'on retrouve que des résistances et une partie imaginaire dans laquelle il y a un élément qui est capacitif. Alors ça permet bien sûr de tracer, quand on sait extraire le module et l'argument en fonction de la fréquence, ça permet de tracer la réponse ici, le gain, donc en l'occurrence là c'est le gain en fonction de la fréquence, ce qui revient à extraire le module de ce nombre complexe que vous voyez dans la fonction de transfert A', cette variation du gain, et l'argument, et ceci bien sûr en fonction de la fréquence oméga, qu'on va représenter soit avec oméga, soit avec directement la fréquence en Hertz. Alors venons-en maintenant au module et argument d'un nombre complexe. Alors un nombre complexe se définit avec un module et un argument. Alors on va prendre l'exemple d'un nombre de la forme alors ZA plus JB. Alors sous le Z j'ai mis une petite barre, ce qui est la forme, on va dire, officielle. C'est comme ça qu'on doit écrire le nombre. Je ne le ferai pas toujours parce que c'est pas facile avec, notamment sous PowerPoint. Il faut savoir qu'en principe, quand vous avez un nombre complexe, vous allez dessiner ici une petite barre en dessous du nombre pour indiquer que vous êtes bien sur, vous travaillez bien en complexe. Et dans ce nombre, comme on a vu, les deux nombres sont réels, A et B sont réels, et J carré
et simplement la partie imaginaire. De là, on peut déduire à partir de là le module z, que vous voyez ici comme une petite valeur absolue, et l'argument qui n'est autre que l'angle que va faire ce nombre avec l'axe des abscisses ici. Si je représente ça maintenant sous ce dessin, j'ai choisi un nombre qui fait 1,2 plus 1,2j. Nous, on utilisera j tout le temps en électricité et en électronique pour éviter la confusion avec la notation conventionnelle du courant. Donc je vais reporter ces deux valeurs respectivement A et B sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Vous voyez, ici on voit apparaître A, là on voit apparaître B. Et forcément le module il vient ici. Et ce module va se calculer tout simplement avec le théorème de Pythagore. C'est-à-dire, en d'autres termes, on va devoir faire ici z égale a carré plus b carré racine. Quel que soit le nombre, vous allez fonctionner comme ça. Donc en l'occurrence, là, si on fait les calculs, vous voyez, qui apparaissent ici, vous voyez que j'arrive à 1,697, qui est donc la valeur en fait de ce module qui est là. Quant à l'angle qui s'appelle l'argument, c'est ça qui va demander le plus de développement, ce que l'on va voir tout de suite. On va s'intéresser donc au module et à l'argument. Alors, si on prend un nombre de la forme a plus jb, on va reprendre le même nombre, 1,2 plus 1,2j, celui que j'ai choisi, et là on voit un certain nombre de choses. En particulier, ici, vous voyez, ça c'est le module de l'ongle. Si maintenant je veux le reporter, j'ai deux éléments que je connais, que sont la partie réelle et la partie imaginaire, qui sont respectivement les valeurs A et B. D'accord? Donc le module c'est facile, ça n'est jamais que A carré plus B carré racine. Racine de A carré plus B carré, ça va nous donner cette longueur-là. On ne va pas y revenir à nouveau, c'est le module. Et si on le calcule, bon ben voilà, en l'occurrence, ça fait 1,2 racine de 2. Je l'ai représenté comme ça ici, je n'ai pas résolu la racine. Et généralement, il vaut mieux éviter de résoudre les racines. On a intérêt à les conserver parce que parfois, on obtient des simplifications dans les calculs quand on a un grand nombre d'éléments. On verra ça par la suite. Alors, mettre cet argument, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'angle, en fait, on veut connaître l'angle. Alors là, évidemment, ça paraît évident, c'est 45 degrés. Mais on peut le calculer de façon différente. La première façon, et c'est celle qu'on n'utilisera pas, c'est d'utiliser le sinus qui est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors qu'est-ce que c'est que le côté opposé? Ici c'est B, divisé par l'hypoténuse, en l'occurrence c'est le module. Donc ça va nous donner tout simplement B, partie imaginaire, du nombre ici, divisé par le module qui est ici. Ça va nous donner donc 1,2 divisé par 1,2 racine de 2. Vous voyez, ça nous fait 1 sur racine de 2. Donc pourquoi je ne l'ai pas, évidemment, résolu la racine. Alors, un angle qui fait 1 sur racine de 2, il faut utiliser ce que l'on appelle une fonction réciproque du sinus. Cette fonction réciproque que vous allez avoir ici, elle va vous donner un angle. Elle s'appelle l'arc sinus. C'est ce que vous allez taper sur une machine à calculer. Parce que là, vous allez utiliser une machine à calculer. Là, ça va vous donner pi sur 4. Bon, en l'occurrence, si vous connaissez les trucs par cœur, vous pouvez savoir que ça fait un angle de 45 degrés. Alors ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour définir un angle parce que, si vous voyez ici, le sinus que vous avez ici n'est pas suffisant pour définir cet angle-là, parce que vous pouvez avoir un angle ici qui a exactement le même sinus. Typiquement, typiquement, c'est pas suffisant. Vous voyez, si vous prenez l'angle qui est en bleu, il a exactement le même sinus, pourtant il fait pi sur 4, 2 pi, 3 pi sur 4. Donc vous ne pouvez pas différencier, vous allez faire une erreur. Alors pour ça, il faut calculer à ce moment-là le cosinus de l'angle, également, c'est-à-dire ici. Et le cosinus, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire ici, divisé par le module. Et ça va nous donner, en l'occurrence, A divisé partie réelle, divisé par le module. Alors ça, c'est pas mal, et ça va nous donner à nouveau 1,2 sur 1,2 plus racine de 2. Ça va nous donner 1 sur racine de 2. Et quel est l'angle qui correspond à 1 sur racine de 2 sur le cosinus? Comme vous le voyez ici, il n'y a qu'un seul angle possible. Dans ces cas-là, c'est pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Il faut savoir qu'en physique, ce que je vous représente ici, là, on utilise assez peu cette méthode-là. Alors on dresse souvent le
conflit entre les électroniciens, les physiciens et les mathématiciens, les uns reprochant aux autres leur manque de rigueur, que ce soit dans les démonstrations ou dans la façon de conduire les calculs. Alors sans être tout à fait faux, parce qu'il y a des physiciens qui ont fait des apports en mathématiques, et surtout des physiciens fondamentaux, c'est pas totalement faux, puisque généralement on va essayer d'aller plus vite, et surtout trouver des moyens qui vont nous permettre d'obtenir des résultats, parce que pour nous, si on va faire des recherches, les mathématiques sont un outil de résolution des problèmes physiques et concrets. Alors pour résoudre cet angle que vous voyez ici, on peut très bien utiliser la tangente, et la tangente c'est le rapport entre le côté opposé d'un angle et le côté adjacent. C'est ce qui est utilisé par exemple avec les théodolites, c'est ce qui est utilisé à chaque fois qu'on veut calculer un angle. Le problème c'est que ça, on va voir que ça constitue une certaine limitation à laquelle il va falloir faire attention, sans pour autant s'en inquiéter plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire au cas particulier qui nous occupe, côté opposé sur côté adjacent? Ça signifie qu'on va diviser la partie imaginaire par la partie réelle. Ici, en l'occurrence, ça nous donne pi sur 4, cet angle-là. Et l'avantage de ça, c'est que l'utilisation de la tangente va vous donner forcément un seul angle dans lequel vous n'aurez pas de discrimination à faire avec le cosinus et le sinus. Mais attention, il y a quand même un piège là-dedans. Et ça, c'est B sur A, donc ça c'est facile, ce que vous voyez apparaître ici. Et tangente de 1,2 sur 1,2, ça fait 1, et arc tangente, qui est donc la fonction réciproque de la tangente, ce que vous voyez ici, ça nous donne pi sur 4 au 45 degrés, ça vous ne pouvez pas avoir aucun autre angle qui donne ça. Alors attention, quand on fait ça, attention à la fonction arc tangente, parce que la fonction arc tangente, partie réelle sur partie imaginaire, pardon, sur partie réelle, ça ne marche que dans une seule condition. C'est si la partie réelle n'est pas négative. C'est-à-dire qu'il faudra faire en sorte et vérifier quand on fera des calculs que le A, que vous voyez apparaître ici, en aucun cas ne puisse devenir négatif, parce qu'il ne faut pas oublier, on va voir ça, que quand vous avez un nombre complexe dans le filtrage, c'est un nombre dans lequel il y a une variable, et cette variable c'est la fréquence, et on peut se retrouver dans des cas où on a la partie réelle qui peut devenir négative. Alors ça ne marche que si l'angle est compris, c'est-à-dire cette fonction n'est définie qu'entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Si vous avez un A qui est négatif, c'est mort. Donc, dans ce cas-là, la partie réelle doit strictement tout le temps être positive pour que vous puissiez utiliser cette formule-là qui est quand même infiniment plus rapide, c'est-à-dire de faire sur une calculatrice ou sur un tableur la partie imaginaire sur la partie réelle. Alors si d'aventure vous avez un nombre dans lequel la partie réelle est négative, ben là vous allez vous retrouver avec une indétermination dans votre nombre qu'il faudra lever d'une manière ou d'une autre, car comme vous pouvez le voir, dans ces cas-là, si vous tapez avec une machine, par exemple, arc tangente de 1,2 sur moins 1,2, ce que l'on a ici, et bien ça va vous donner moins 45 degrés, donc vous allez faire une erreur, et notamment les tracés et les réponses des filtres que vous allez pouvoir obtenir seront entachés de cette erreur. Intéressons-nous maintenant aux 4 opérations que sont l'addition, la multiplication et la division, qui sont des étapes obligées si vous voulez résoudre des filtres, soit dans le cadre d'un exercice pour comprendre ce que vous faites, ou dans le cadre d'un schéma qui vous est proposé dans lequel vous n'avez pas d'éléments. Certes, aujourd'hui, on peut le passer au simulateur, ou des filtres que vous auriez conçus ou imaginés par vous-même. Comment peut-on additionner Z1 plus Z2? Là, on a A plus JB plus A' plus JB'. Je n'ai pas donné de valeur pour l'instant. Alors ça, c'est très simple, c'est l'opération la plus simple. Vous additionnez simplement les parties réelles, comme vous le voyez ici, et vous additionnez les parties imaginaires. Et ça vous donne un nouveau nombre que vous voyez, c'est-à-dire A plus A' plus J facteur de B plus B'. Alors, si maintenant on essaye de valoriser ça, enfin de mettre des valeurs, on va dire, c'est-à-dire d'utiliser des valeurs chiffrées, on peut imaginer qu'on va additionner le nombre 2 plus 4J avec le nombre 2 moins 1J. Alors ça peut arriver bien sûr X fois quand on est avec du filtrage. Dans ces cas-là, on fait la même chose, hein, ça va nous donner un nouveau nombre qui est 4 plus 3J. Le module classique, c'est ce qu'on vient de voir, vous faites une addition quadrature,
d'accord, de la partie réelle, partie imaginaire. Et ça vous donne 5 en l'occurrence. Et on peut donc tracer graphiquement, vous voyez, ce nouveau nombre ici, qui est ce que vous voyez apparaître en vert, c'est-à-dire 4 plus 3J, et le module fait 5. Alors si vous aviez tracé ça sur du papier millimétré, par exemple, ben, vous allez pouvoir vérifier avec une règle graphiquement que cela tombe juste. Quant à l'argument, ben, l'argument là, on va utiliser l'arc tangente, hein, qu'on a vu, c'est-à-dire vous faites 3 sur 4. Pourquoi 3? Parce que c'est la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Vous êtes en droit de le faire parce que la partie réelle n'est pas négative. Et ça vous donne un angle de 36 degrés. Si vous avez un rapporteur, pareil, et vous avez tracé ça graphiquement, mais vous allez vérifier que ceci est vrai. Sachant que vous aurez fait bien sûr à la calculatrice arc tangente de 3 sur 4. Alors, la multiplication de deux nombres complexes. Alors, comment peut-on multiplier deux nombres complexes? Eh bien, ça, on va utiliser exactement les mêmes règles que vous utiliseriez en algèbre, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va prendre deux nombres, là, je les ai chiffrés, c'est-à-dire 2 plus 2j et 3 moins 1j. D'accord, on va prendre ces deux nombres-là. Donc, ce que vous allez faire dans ces cas-là, c'est que vous allez distribuer ça exactement comme vous le feriez avec n'importe quel autre nombre, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire qu'en fait, je distribue ces deux nombres, on peut le voir tout simplement, et je vais arriver à un nombre final qui est 8 plus 4j. Alors, il y a quand même quelque chose auquel il faut faire attention, et je vais vous le montrer tout de suite avec la tablette que j'ai ici, c'est qu'attention dans la règle, vous voyez qu'ici, quand je fais cette distribution qui est là, j'ai 2 moins 2 j carré. Alors, il ne faut jamais oublier que j carré égale moins 1, c'est la raison pour laquelle je me retrouve ici avec 6 plus 2 plus 4. Ça me fait 8 plus 4j. Voilà ce que ça va donner ce nombre. Alors, on va le regarder graphiquement. Bon, le module, facile, hein. On revient toujours à la même chose, c'est-à-dire 8 plus 4j, ça nous fait 8 au carré plus 4 au carré. Ça nous fait à peu près, puisque là j'ai résolu racine de 80, c'est-à-dire 8,94. Et pareil, là comme la partie réelle est toujours positive, vous pouvez appliquer sans aucun problème l'arc tangente. Et dans ces cas-là, ça vous donne un angle, puisque là on va le faire en degrés, ça malheureusement vous le faites à la machine, de 26,56 degrés environ. On peut regarder ce que ça donne graphiquement. Dans ces cas-là, vous avez nos deux nombres, hein, Z1, Z2. Z1 étant 2 plus 1J, 2 plus 2J, pardon, et également 3 moins J. Alors on va s'arrêter une seconde sur les différents arguments. L'argument du nombre Z1, dans ces cas-là, c'est assez facile à trouver, c'est 45 degrés. Hein. L'argument du nombre Z2, ici, c'est moins 18 degrés. Je vais travailler avec des degrés. Et le nombre final que vous avez ici, il a donc un argument de 26,56 degrés, ce qui correspondait à ce que l'on avait tout à l'heure. Alors on va revenir à ça, parce que vous allez voir qu'il y a une propriété qui peut se déduire de cette représentation graphique. Alors maintenant on va voir une propriété qui se déduit en fait notamment de la représentation graphique que nous avons pu voir concernant les deux nombres que nous cherchions à multiplier. Alors au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respectivement calculer les modules et arguments des deux nombres 2 plus 2j et 3 moins j. On ne va pas utiliser la distribution comme je l'ai faite. Donc 2 plus 2j, si on fait son module c'est 2,28. Vous le voyez ici avec 2 au carré plus 2 au carré racine. Ce que vous voyez là. Pardon, ici. Et si je fais l'argument du nombre qui est en dessous, donc 3 moins 1j, j'obtiens 3,16. Alors j'ai mis égal, je vous prie de m'excuser. En réalité, il faudrait mettre un relativement égal parce que l'extraction d'une racine, à part cas particulier, c'est toujours une valeur approchée. Ça, bien sûr, on le fait avec une machine à calculer. Autrefois, les ingés faisaient ça avec des tables des logarithmes et autres. Hein. Alors maintenant, on va s'intéresser aux arguments de ces deux nombres. Alors là, on peut utiliser à nouveau l'arc tangente puisque les parties réelles de ces nombres-là sont strictement positives, hein, comme vous le voyez ici. Donc vous pouvez y aller allègrement. Et là, vous vous rendez compte que le premier fait 45 degrés, rien d'étonnant, hein, puisque c'est rigoureusement 2 fois les mêmes longueurs. Et le nombre Z2, par contre,
on va faire son arc tangente et on va se rendre compte que c'est moins 18 degrés. Alors la propriété que vous pouvez constater derrière moi, c'est que si vous multipliez les modules, vous allez tomber sur 8,94 et si vous additionnez les arguments, vous allez tomber sur 26,51 degrés. C'est exactement ce que l'on a trouvé avant dans le transparent précédent dans lequel on a fait cette distribution. Donc vous pouvez dire que la multiplication, ça consiste à multiplier les modules et à additionner les arguments. Ça c'est intéressant parce qu'on va voir que c'est exactement l'inverse quand on fait une division. Alors maintenant, on va venir à la division de nombres. Alors c'est ce qui présente le plus de particularités quand on travaille avec des nombres complexes, parce que vous ne pouvez pas, d'un point de vue algébrique, diviser ça facilement. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Vous ne savez pas me sortir ici une valeur, un nombre. Alors comment peut-on s'en sortir pour diviser des nombres complexes? Alors il faut savoir que la division des nombres complexes est quelque chose d'important à comprendre, parce qu'on va l'utiliser tout le temps quand on va se retrouver dans du filtrage, on va se retrouver souvent avec une division de deux nombres complexes, un peu comme j'avais sur le condensateur de découplage. Et on verra quand on étudiera le correcteur Baxandall qu'on a un certain nombre d'équations comme ça, où on a la division de deux nombres complexes, avec un nombre complexe au numérateur et un nombre complexe au dénominateur. Alors il faut savoir que les physiciens, les électroniciens en particulier, n'utilisent pas forcément la forme que vont utiliser les mathématiciens. Ils vont aller au plus rapide et ils vont diviser les modules et soustraire les arguments. Néanmoins, je vais vous montrer comment on le fait mathématiquement, sachant que ce n'est pas quelque chose que l'on utilisera ni pour le tracer, ni pour extraire le nombre complexe. Alors, comment peut-on s'en sortir? Alors la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe pour tout nombre complexe ce que l'on appelle un conjugué du nombre complexe. Si j'ai un nombre de la forme a plus jb, par exemple, il admet un conjugué, alors je vous l'ai représenté ici avec une petite barre au-dessus, qui est a moins jb. C'est-à-dire que si on le représente graphiquement, le conjugué de nombre complexe, par exemple 2 plus 2j, son conjugué, ça va être 2 moins 2j. Ce qui respectivement va se représenter comme ça dans le plan complexe. Voilà. Alors, pour pouvoir diviser un nombre complexe, il va falloir le multiplier par son conjugué. Ça, c'est ce que vous feriez mathématiquement. J'entends par là, si vous aviez la rigueur d'un mathématicien. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est assez simple. D'abord, on va commencer par le produit d'un nombre complexe, c'est-à-dire ces deux nombres que vous voyez ici, ce produit d'un nombre complexe par son conjugué. Si je multiplie un nombre complexe par son conjugué, c'est-à-dire que j'ai un nombre de la forme a plus jb que multiplie a moins jb, vous voyez, ici vous avez, je vous détaille les calculs intermédiaires, vous allez obtenir un nouveau nombre qui lui est un nombre réel qui va être simplement a carré plus b carré. La multiplication d'un nombre complexe avec son conjugué vous redonne un nombre réel qui est en fait le carré des deux parties réelles imaginaires. Et là, si on le représente d'ailleurs graphiquement, comme vous le voyez ici, ben vous voyez bien que la multiplication d'un nombre complexe avec son conjugué nous redonne un nombre réel. Ça va être une propriété qu'on va utiliser pour pouvoir diviser des nombres complexes, ce que l'on ne sait pas faire quand on a les deux formes algébriques. Alors, maintenant, prenons l'exemple de la division. Alors, on va prendre la division de 2 plus 2j et de 3 plus 1j. C'est-à-dire ces deux nombres-là. À quoi ça peut être égal et comment peut-on s'en sortir? Bien, tout simplement, on va multiplier ça par 3 moins 1j. Si on prend l'exemple ici, ce que vous voyez là, vous voyez ce nombre-là que je vais diviser, eh bien, je viens le multiplier ici par son conjugué. Alors, 3 moins 1j divisé par 3 moins 1j, ça fait exactement 1. Donc le fait que vous multipliez une fraction par 1 ne change rien au premier terme de cette fraction. Alors ça, ben vous allez le distribuer au numérateur et vous allez le distribuer au dénominateur. C'est ce que vous voyez défiler ici, derrière moi. Donc vous allez faire 2 plus 2j que multiplie 3 plus 1j.
3 moins 1j, pardon. Et même chose au dénominateur, vous voyez défiler les calculs intermédiaires. Alors, il faut savoir que je vous mets tous les transparents ici, que vous voyez en ligne. Je vais les mettre en description pour pouvoir les télécharger si vous en avez besoin, pour pouvoir revenir sur ce truc-là. Donc tout simplement, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Eh bien, on va prendre ce nombre au numérateur que l'on va diviser par le dénominateur, qui en l'occurrence est un nombre réel, 10. Et ça va nous donner un nouveau nombre, qui est 8 moins 4j, ce que vous voyez ici, 8 moins 4j, divisé par 10, c'est-à-dire que vous avez ça divisé par le dénominateur ici. Bon, ça, si on continue un peu les calculs, mais tout simplement, vous voyez, c'est comme ça, et tout simplement, ça va nous donner 0,8 plus 0,4j. D'accord? Représentation graphique de ça. Ici, vous avez le premier nombre 2 plus 2j, ce que vous voyez en bleu. Là, vous avez 3 plus 1j. Et enfin, vous avez le rapport des deux, c'est-à-dire 0,8 plus 0,4j. Avec des angles respectifs que l'on n'a pas encore calculés, mais qui sont de 45 degrés et de 18,43. Alors la façon la plus facile de régler ça, et c'est comme ça qu'on va travailler en ce qui me concerne, c'est qu'au lieu de diviser ces deux trucs avec le conjugué, le multiplier par le conjugué du dénominateur, comme on vient de le faire avant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va simplement calculer respectivement les modules et les arguments du numérateur et du dénominateur. Alors on a vu que le module de ce nombre complexe c'est 0,894 et on a vu que son argument c'est 26 degrés. Ça c'est le nombre Z1 sur Z2 qui nous donne ça, c'est ce qu'on vient de calculer juste avant. Alors, maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas se prendre la tête plus que ça, on va calculer l'argument du numérateur, c'est-à-dire 2 plus 2, 2 carré, plus 2 au carré égale 8, racine de 8 égale 2,28. D'accord? Ça, c'est ce que l'on a au numérateur. Le dénominateur, on a 3,16. D'accord? C'est ce qui est représenté en jaune, c'est-à-dire que ça, c'est donc le module du dénominateur 3 plus 1j, ce qui nous donne 3,16. Et enfin, on va calculer respectivement les deux arguments. Le fait est, c'est que si vous divisez ici les modules des deux nombres complexes, vous allez obtenir 0,894, c'est-à-dire exactement la valeur que l'on a obtenue quand on a calculé ça avec la multiplication par son conjugué. Et concernant les arguments, c'est-à-dire les angles formés avec l'axe des abscisses, mais on a un angle à 45 degrés, ça c'est classique, c'est l'arc tangente est utilisable puisque là on n'a aucune partie, on va dire, réelle négative. Donc là ça nous donne bien 45 degrés. Et concernant le dénominateur, pareil, on fait la même chose et on obtient un nombre de 18 degrés. Et si je fais 45 moins 18 degrés, je tombe exactement sur 26 degrés, 56, c'est-à-dire exactement la valeur. Donc en conclusion, vous allez aller plus vite en travaillant comme ça, d'autant plus vite que dans les parties réelles, les parties imaginaires que vous allez avoir au dénominateur et au numérateur concernant les filtres, ça va vous donner des indications quant au comportement du filtre. En conclusion, la division se fait simplement par division des modules et différence des arguments. Pour conclure cet épisode théorique, en préambule, il s'agit de ne pas s'angoisser outre mesure à l'aune des connaissances vues lors de cette vidéo, parce qu'on va voir pour la résolution, concernant la résolution de ce filtre ici du premier ordre, que finalement ces nombres se manipulent de manière tout à fait naturelle, et on verra d'ailleurs lors de la résolution de ce filtre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que la pulsation de coupure et comment tracer un filtre, et ça va prendre exactement un quart d'heure à la lumière des connaissances présentées dans cette vidéo. Ensuite, je présenterai le fameux correcteur de tonalité Baxandall grave aigu. Je présenterai sa version passive, parce qu'il existe une version passive, celle que vous voyez ici au tableau, et une version dans laquelle ce correcteur entre dans la contre-réaction d'un ampli. Alors, je ne vais pas
traiter la correction avec la contre-réaction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'usage de commencer par les filtres actifs quand on fait du filtrage. De la même manière que vous ne commencez pas par le filtrage numérique si vous ne savez pas, vous n'avez pas compris le filtrage analogique. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines semaines, et j'intercalerai probablement Millman entre les deux ou après, puisque la suite sera de présenter les correcteurs de tonalité physiologiques. Salut et à bientôt sur les ondes.